Salut, bienvenue dans Langue déliée. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour. Hello. On est trop contente de vous accueillir aujourd'hui et dans l'épisode de ce jour, on voulait approfondir différentes approches dont on entend parler dans les thérapies, notamment les approches intersectionnelles, féministes, intégratives, au travers de tes différentes casquettes, mais on y reviendra. Et puis en fait, on voulait aussi discuter de l'importance de la reconnaissance et de l'accueil des diversités sexuelles et genrées des personnes qui sont accompagnées dans l'approche thérapeutique, en amenant aussi une approche réflexive sur la posture en tant que thérapeute. Et pour ce faire, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Adèle Dufray. Tout le monde applaudit. Ouais, j'avoue. Ça mérite. Adèle qui est du coup psychothérapeute FSP et sexologue à SPS. Adèle, je te laisse la parole si tu veux te présenter davantage. Bah ouais, merci beaucoup de me recevoir. C'est moi qui Merci à suis toi. hyper honorée d'être là avec vous aujourd'hui. Ouais, du coup, Adèle Dufray, moi je suis formée en psychothérapie systémique. Donc je me suis intéressée d'abord à la question des couples, des familles, de comment est-ce que les gens sont dans leur environnement et puis comment l'environnement participe aussi des fois aux difficultés qui peuvent se passer, puis les modes relationnels. Et puis du coup, je me suis avec ça formée aussi à la sexologie, d'abord à la sexoanalyse, puis après à la sexologie intégrative et féministe. Donc ça fait partie vraiment de ma base psychothérapeutique. Et puis plus récemment, je me suis aussi formée en psychotraumatologie. Je travaille beaucoup sur la question des violences sexuelles, troubles dissociatifs, traumatisme, enfin voilà. Donc c'est un peu différentes, différentes mallettes comme ça thérapeutiques. Puis professionnellement, je travaille en tant que directrice et psychologue responsable à la Fondation Agnodis, qui est une fondation qui s'occupe des mineurs en questionnement de genre, ainsi que leurs familles. Et puis, j'ai cofondé Centre 3, qui est un centre de psychothérapie et sexologie intégratif, féministe à Lausanne. Et on a ouvert notre deuxième cabinet samedi passé. Oh, on a deux locaux maintenant. Mais à Lausanne aussi, le À deuxième. Lausanne aussi, ouais. Ah, donc l'équipe s'agrandit, c'est top. Ouais, C'est vraiment un la super demande. projet. La Énorme. demande qui, du coup, croît et automatiquement, ça en dit long. Hein. Et aussi le nombre de thérapeutes qui veulent se former à une approche aussi qui sort un peu des cases de ce qu'on apprenait de la psychothérapie et de la sexologie dans un truc vraiment beaucoup plus incarné avec le féminisme, l'intersectionnalité, la question des enjeux de pouvoir. Tout ce qu'on aime, quoi. Ouais. Tout ce qu'on aime. Cet épisode va être incroyable de toute façon. Mais trop Quel chouette. épisode Il n'est pas incroyable, en fait. Mais félicitations, c'est Merci. trop chouette d'apprendre ça, en tout cas. Vraiment. Alors justement, comment ta double casquette, elle a guidé ton parcours, tes réflexions. Comment ça arrivé à là? Alors bon, il y a eu plusieurs jalons en fait qui se sont amenés. Moi, j'ai eu la chance d'être à l'université au moment où Denise Médico était professeure de sexologie là-bas, elle est professeure de l'université à Montréal pendant longtemps. Puis elle était chargée de cours à l'université de Genève, et puis j'ai pu être assistante de recherche. Et là, je suis rentrée à la Fondation Agnodis parce qu'elle est une des cofondatrices de la Fondation Agnodis. Puis c'est avec elle vraiment que je me suis formée dans cette approche sexologique très intégrative, les approches féministes. Donc beaucoup de chance au départ. Puis en fait, j'ai eu un peu deux visions avec les jobs que j'ai. Une vision beaucoup plus psychosociale, c'est-à-dire de comment est-ce que c'est quand tu travailles avec le communautaire, comment est-ce que c'est quand tu travailles avec des groupes de parole, avec des jeunes, des familles, mais où on ne va pas faire, nous, de la psychothérapie, par exemple à Agnodis, mais que c'est vraiment plutôt une structure psychosociale où on intervient dans les établissements scolaires, on va intervenir dans le milieu aussi de formation, le milieu des fois de travail aussi, s'il y a des jeunes qui sont d'un coup en apprentissage, et puis aussi le milieu familial où tu vas dans les familles. Il y a eu quand même des situations où on a été dans les environnements familiaux parce que comme cette fondation elle est dans toute la Suisse romande, en fait pas tout le monde peut se déplacer. Donc en fait ça arrive que notre équipe de psychologues se déplace, qu'on aille au fin fond du Jura pour rencontrer des jeunes et des familles. Donc voilà, et puis le côté beaucoup plus clinique où là en tant que clinicienne d'avoir cette dimension d'être avec les gens, d'être en psychothérapie, de faire la psychothérapie donc à beaucoup plus long terme, puis d'avoir des patientes, patientex. Et puis aussi, un autre bout de cette casquette, c'est la formation. Je donne énormément de formations depuis bientôt 9 ans, quand même. Donc ça ne me rajeunit pas. Hein. Mais des fois, j'ai l'impression que tu as eu 150 vies, quoi. Ouais, parce que c'est parce que j'ai dû mourir 10 fois ces dernières années. C'est pas ce que je te souhaitais.
Non, mais Ouais. ouais, la formation, pour moi, c'est aussi une dimension que je trouve hyper importante Ouais, et que ouais, j'adore faire. Puis c'est pour ça que Centre 3, d'ailleurs, on a aussi Mhm. un pôle de formation. Donc, on essaie de former aussi les nouvelles générations de psy, Mhm. au-delà des personnes qui travaillent chez nous, aussi d'organiser des formations Ouais. euh, pour certaines certifiantes. Mhm. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était hyper important Mhm. pour nous. Puis un tout petit peu aussi de pied, des fois, dans la recherche Mhm. clinique. Alors, moins dans les protocoles, vraiment approfondissement de Mhm. recherche, mais dans la participation au recrutement, à la passation dans les études. Je suis moins dans les résultats. Enfin, moi, les statistiques, Ouais. c'était À absolument qui pas tu mon fort à parles? l'uni. À Donc, qui tu parles? Méthode Voilà. qualitative. la méthode qualitative, c'est Même beaucoup pour mieux que la eux, voilà. quantitative. Ouais, c'est super. Comme ça, pas besoin d'utiliser RStudio et ce truc. Donc, Oh, purée, Ah, quelle mon horreur. Dieu, le non, trauma. c'est très bien. Donc voilà, on peut commencer à un peu colorer tout mon parcours ces 10 dernières années. Ouais. Mais c'est trop bien. Donc en fait, ouais, je vous dis que là, j'ai un TDAH peut-être, comme ça, un peu On est deux. qui se perçoit. On est C'est vraiment que j'arrive pas à rester sur Ouais, un ouais. seul truc. Ouais, Je suis ouais. obligée d'avoir beaucoup de Ça casquettes et stimule. en fait beaucoup de différentes tâches à faire Ouais. pour que vraiment ça me stimule, sinon je m'ennuie vite. Ouais. Mais je trouve aussi que c'est intéressant parce que probablement qu'il y a aussi une partie de TDA ou TDAH, mais je trouve aussi que c'est des milieux où il y a tellement besoin de faire des Ouais. liens que c'est dur de rester aussi que dans un truc parce qu'en fait ça va vite et puis les études sociales de toute façon il y a plein de choses, c'est déjà très pluridisciplinaire et multidimensionnel je trouve et du coup c'est dur aussi d'un côté je pense Bien que sûr. ça encourage encore plus à être dans la difficulté de rester dans un seul canal quoi. Bah, moi, je trouve que c'est fait de pluralité, Totalement. d'expériences multiples et finalement, c'est aussi, ça se transpose. Voilà, on en Mm. arrive à ce que ça touche plein de choses, plein d'univers, plein de là, approche intégrative du coup, en faisant le lien aussi. Enfin, pour moi, ça fait sens dans ce domaine-là que la sexualité n'est pas que Ah bah. de l'ordre du psyché. Alors, loin de là, pas que. Et il y a tellement d'autres choses qui influencent. Mais on oublie beaucoup, enfin, je trouve qu'on oublie énormément la question et la place du corps en psychothérapie, ouais. en sexologie. Enfin, Ouais. il y a quand même beaucoup d'approches qui sont très centrées sur, en fait, dans la réflexion, dans le fait que l'esprit, ce serait un peu ce truc extérieur au corps, alors que c'est créé par le cerveau, donc par le corps. Puis en fait, on oublie beaucoup la question, même en traumatologie, de, en fait, qu'est-ce qu'on porte corporellement, comment est-ce qu'on travaille avec ça. Puis en sexo, on est vraiment sur les fantasmes, la réflexion du désir et tout, mais on était beaucoup moins pendant longtemps sur la question du toucher, le sensate focus, toutes ces approches vraiment qui vont venir plus dans la sexo-corporelle. Bon, avec aussi des fois des dérives aussi dans les approches corporelles qui vont amener un peu des représentations quand même très genrées, de façon très binaire, avec des rôles extrêmement prédéfinis. La sexologie était quand même encore pour beaucoup très masculiniste. Il faut quand même qu'on se le dise. On le voit, nous, alors voilà, on a fait notre formation effectivement à Bruxelles, mais on le dit souvent, mais c'est vrai qu'en fait, c'est ça, c'est que du coup, nous, heureusement, on avait notre bagage de master études genre, puis on venait un peu dire, oui, mais ça, c'est très, très extrêmement binaire. Et en fait, ça, c'est... Exactement, binaire, hétérocentré. Et je trouve qu'en fait, du fait qu'il y a ces approches intégratives, donc féministes, donc intersectionnelles aussi, c'est la réalité des choses, en fait. C'est la réalité de ce qui se passe réellement pour les personnes, quoi. Ouais. Et c'est tout, je trouve, ce que tu dis, où on est très dans le mental et dans les processus cognitifs et le fantasme. Et je trouve que c'est tellement, justement, à l'encontre de, des fois, ce qu'on nous demande. C'est, j'arrive pas à lâcher prise. Puis après, nous, en plus, enfin, pas nous, mais des fois, il y a certaines approches où, en fait, on les remet dans le mental, alors qu'en fait, il y a cette demande initiale qui est là, mais en fait, j'aimerais sortir de ma tête, quoi. Et ressentir, et c'est drôle. Mais complètement. Et justement, je trouve que ça fait pas mal le lien, parce que là, on parle vraiment de l'opposé de la neutralité. Et justement, pour toi, comment ça se traduit, le fait de s'éloigner de ces concepts de neutralité dans ta position professionnelle? Pour moi, c'est toute la question du point de vue situé. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, on nous apprend, en sexologie, en psychothérapie, plein de formes de relations d'aide, d'ailleurs, qu'on est censé avoir une neutralité. Donc, il y a une sorte de neutralité bienveillante, de cette idée qu'on est à distance des personnes, qu'on
on est censé être un peu ce truc un peu fantomatique, presque ChatGPT. Ouais, qui flotte vraiment, voilà, dans c'est ça. un autre monde. Puis même, en fait, on voit que ChatGPT n'est pas neutre. En plus. Et en fait, le point de vue situé, c'est vraiment cette idée de pouvoir reconnaître aussi qu'on est traversé par différentes dimensions, avec des enjeux de pouvoir, avec des enjeux aussi de classification. Si on est face à des personnes, par exemple, moi, en tant que thérapeute blanche, si je suis face à une personne racisée, en fait, même si je peux accompagner la personne, il faut que je puisse aussi comprendre que je ne vais pas vivre des situations de racisme comme cette personne va vivre. Et puis, qu'en fait, cette question de neutralité, elle existe que quand on est un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel. En fait, mais ça vient de là, Ouais, parce que les pères de la psychothérapie, de la sexologie, c'est des mecs. Bla, bla, bla. C'est des mecs. Donc, en fait, la neutralité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas vraiment, mais on peut se dire, en fait, comment est-ce que moi, je check mes privilèges et puis, en fait, sur quoi j'ai des tâches aveugles parce que je sais que je peux accompagner des gens, mais que si je n'ai pas certains vécus, je ne peux pas, du coup, comprendre complètement leur vécu et puis ce que les personnes sont en train de traverser. Donc, il faut aussi que je puisse niveler ça et puis l'exprimer aux personnes. De dire si d'un coup, je dis quelque chose ou j'utilise des termes ou il y a une question qui d'un coup vous heurte pour X ou Y raison que moi, je ne peux pas sentir parce que je n'ai pas forcément ces vécus-là. Il ne faut jamais hésiter à le dire. Donc, c'est aussi de se positionner où les gens ont le droit de te reprendre, de se mettre en fait à niveau, puis qu'en fait, on construit quelque chose. Ouais, c'est dans l'horizontalité. Mais c'est ça, puis on n'est plus dans cette espèce de psychologie, tu sais, où on est experte, on est un peu censé... c'est un lien ensemble, hiérarchie, un travail ensemble. Ça va pas. Non, c'est pas. C'est plus une façon de faire la thérapie. On peut jamais savoir, on peut jamais gommer complètement la hiérarchie, parce que forcément les gens viennent se livrer, puis des fois se mettre à nu comme ça émotionnellement, puis nous c'est pas ce qu'on fait, en tout cas c'est pas dans quelque chose de réciproque. Donc il y a cet aspect hiérarchique là, mais c'est comment est-ce qu'on va le gommer au maximum pour co-construire quelque chose avec la personne et toujours se rappeler que l'expert et l'experte d'elle-même, c'est la personne. C'est jamais nous. Oui, ça c'est... Ouais, vraiment ça, pour nous c'est primordial en fait, c'est vraiment la base. Mais c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a aussi, il y a encore, et il y a des thérapeutes d'une autre génération qui le font très bien parce qu'ils ont aussi évolué avec comment ça se pratique aujourd'hui et il y en a qui sont un peu restés bloqués des fois et voilà, c'est aussi de dire... ça a été fait comme ça il y a un certain temps et puis maintenant il faut aussi évoluer quoi, parce que c'est important je pense. Mais je trouve aussi de refuser de voir par exemple aussi les rapports de pouvoir par exemple qui se passent ou alors justement face à une personne qui peut être à l'intersection de différentes dimensions. Pour moi c'est aussi une certaine forme du coup de violence d'une certaine manière, je sais pas comment vous le percevez mais pour moi c'est aussi une certaine forme de violence parce que du coup t'effaces complètement ça et à quel moment du coup t'invisibilises des rapports de pouvoir qui sont existants même au travers de la société tu vois, mais aussi dans les relations du coup thérapeutiques. Oui, puis au couvert d'une espèce de représentation entre guillemets, comme si c'était une forme de bienveillance alors qu'en fait ça amène à l'invisibilisation comme tu dis, puis en fait à reproduire encore les schémas de pression parce que de se dire mais moi j'accompagne les gens qu'importe la couleur, je vois pas les couleurs de peau. Puis je suis là, genre, si tu vois pas les couleurs de peau, c'est un problème. Parce que du coup, tu passes à côté d'enjeux de pression qui font que... Et de vécu. Et de tu vécu, peux pas voir. Sûr. Mais je trouve qu'en plus, tu passes aussi à côté des schémas, du coup, hyper... tu restes dans ce côté hyper normatif où tu vas garder cette ligne droite, alors que c'est pas du tout ça, finalement. Et puis on nous apprend aussi... À poser des questions, à être dans une réflexion qui est hyper normative. Notamment, tu parlais avant d'hétéronormativité. Combien de collègues je peux voir, lors de, que ce soit des jeux de rôle ou autres, qui, en fait, dès qu'on par exemple, un patient en face, sont là parce que est-ce que vous avez une compagne ? Puis en fait, c'est pour se dire, non, on va devoir demander aux gens est-ce qu'ils sont en relation, plutôt que est-ce que vous avez une compagne, parce qu'en fait, on part du principe que la personne est hétérosexuelle. Puis la même chose des modes relationnels. En fait, maintenant, les gens se disent, si la personne elle a une relation, c'est une relation de couple. Et en fait, on laisse tomber la question du polyamour, alors qu'en fait, c'est une dimension qui est hyper importante aujourd'hui et que de plus en plus de gens vont vivre. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos théorisations, elles évoluent avec le temps, avec la société, avec les modes relationnels, avec les modes de pensée, de vécu. Et c'est jamais facile. Mais après, c'est cool parce que ça montre que c'est aussi quelque chose qui est fluide. La psychothérapie et la sexologie, c'est que ça évolue tout le temps. Et c'est vraiment chouette. Comme
cinq disciplines, quoi. Ça évolue de façon avec les sociétés, quoi. Je pense que c'est aussi ça un peu, par exemple, pour notre bagage un peu sociaux, c'est ça, c'est que du coup, les codes changent. Comme tu dis, on avance avec son temps et automatiquement, je trouve que du coup, la thérapie elle se doit, pour faire un bon travail, en fait, avec la patiente, le patient, eh bien, de pouvoir suivre ce temps qui va avec, quoi. Oui, je crois qu'on a fini un peu le temps de la psychanalyse. Voilà. Les gens sont sur des divans, regardent le plafond, puis la thérapeute dort derrière. Ouais, clairement. Et puis que la personne, elle fait de la libre association de pensée. Alors, il y en a certainement qui le font encore. Mais pour dire que ça évolue. Oui, ça peut se faire différemment aussi, quoi. Ça peut se faire différemment. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait aussi revenir, parce que là, on est déjà parti et c'est trop intéressant, mais revenir quand même pour les personnes aussi qui écoutent et qui sont peut-être aussi moins... à l'aise avec ces différents termes, mais de revenir un peu sur les différentes approches thérapeutiques, pas de définition, mais juste d'expliquer, si tu es OK. Bien sûr. Donc, les approches thérapeutiques en fait, dans lesquelles moi je tire une grande partie de ma clinique, dans un premier temps, comme je disais, c'est la psychothérapie systémique, donc de se rendre compte que l'environnement, au-delà même du système familial, l'environnement en tant que tel va avoir un impact sur la psyché des personnes, sur leur évolution, sur leur façon de se comporter, de se tenir, d'être en lien avec les autres. Parce que si on grandit dans un système familial avec beaucoup de dysfonctions, ou d'un coup, il y a des violences sexuelles qui se vivent, parce qu'on parle aussi très peu de la question de l'inceste, et pourtant, c'est un large fléau, et en fait, on voit que ça touche beaucoup de gens. C'est pas une personne sur 1 million, comme j'avais pu le lire dans certains ouvrages des années 2010. Bien effacé. De dire que, c'est ça. On a arrêté un peu cette réflexion-là, mais donc la systémique, donc qui prend en compte ces aspects environnementaux-là, en tout cas, dans quoi est-ce qu'on grandit, dans quel milieu on grandit. Les aspects aussi assez culturels, en fait, liés à la systémique, parce qu'on ne va pas vivre de la même façon. Puis les structures familiales ne sont pas les mêmes en Occident, qu'en Orient, qu'en Asie, que sur le continent africain. Enfin, on va avoir des façons de faire famille qui sont très différentes. Même en Occident, les 50 dernières années, la façon de faire famille, elle a extrêmement évolué. Puis après, une idée plutôt de psychothérapie et de sexologie féministe. Donc, en fait, c'est de pouvoir prendre en compte les enjeux d'oppression au-delà de systémique, les enjeux d'oppression patriarcaux, de se dire qu'on est dans une société qui a été pensée par et pour les hommes cisgenres, blancs, hétérosexuels, etc., pour gagner une sorte de pouvoir, et qu'en fait, à partir du moment où on fait partie d'une minorité, ou alors puis femme est une minorité, même si c'est pas une minorité numéraire, c'est une minorité sociale. Donc à partir du moment où on fait partie d'une minorité, on va vivre des superpositions de violence et de rapports de pouvoir. Donc c'est hyper important de partir de ça, et surtout les approches intersectionnelles, de se dire qu'on peut vivre différentes formes de discrimination en même temps. Et te dire que si vous êtes une femme racisée, travailleuse du sexe, issue de la migration, en fait, si on prend comme ça différentes couches de vulnérabilisation, et vulnérabilisation parce que la société est construite pour vulnérabiliser ces personnes, forcément, vous allez avoir des dimensions psychiques qui vont venir s'entrechoquer, et puis que ça peut avoir un impact délétère sur votre santé mentale. Puis je rappelle quand même que la santé mentale, si d'un coup elle est impactée, la santé somatique, elle suit après. Parce que d'avoir des taux de stress plus importants dans le sang, une hormone de stress qui est libérée dans le sang pendant des années, ça va finir par causer des problèmes cardiovasculaires. Et ça, c'est important de le savoir. C'est hyper important de le dire. Aussi que des fois, il y a un peu aussi cette idée que la santé mentale, c'est aussi un truc devenu à la mode, machin, mais en fait, non, il y a des réels impacts. Et puis, dans la société aussi dans laquelle on vit, c'est très compliqué, quoi, parce qu'en fait, on ne nous apprend pas à prendre soin dans le relationnel, de soi. Enfin, ça évolue gentiment, mais ça passe pas en tout cas par les établissements scolaires, je trouve. Et des fois, d'aller parler de ça, c'est aussi important. Alors maintenant, il y a certains programmes, mais ça se fait gentiment. Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, effectivement, parce qu'enfin, on commence à prendre au sérieux certaines choses. Mais c'est important de bien comprendre que c'est lié. Bien sûr, c'est pas, comme tu dis, la santé mentale d'un coup est devenue à la mode. En fait, c'est pas une question d'être à la mode, c'est une branche de la médecine comme une autre, d'une forme de médecine, parce qu'on s'occupe de sa santé mentale, comme on va s'occuper de son corps, comme on va aller checker gynéco, comme on va aller chez le dentiste, comme on va aller chez la dermato. Enfin, c'est prendre soin de soi aussi, ces dimensions-là. Totalement. Primordial. Et il y en a beaucoup de personnes en ont besoin.
Oui, énormément. Oui. Moi, je pars assez du principe qu'en fait, tout le monde devrait faire un peu de bien thérapie. sûr, Parce que bien c'est sûr. hyper utile. Et puis, c'est pas une question de la folie, mais c'est encore beaucoup Ouais. remis dans cette Stigmatisé. dimension et cette stigmatisation de si les personnes vont voir des sexologues, aussi, c'est que les personnes, elles ont des problèmes Problèmes. dans leur sexualité. Problème Et puis, sexuel. puis en fait, c'est Bah pas non. une question de problème. Puis Ouais. il y a cette réflexion toujours autour de la dysfonction. Puis en fait, Mhm. quand on parle sexologue, les gens ils s'imaginent Oui. ces gens qui ont des Ouais, dysfonctions ouais. érectiles, Ouais, par voilà, exemple. on pense directement à Enfin, ça. ouais, il y a toujours cette dimension-là qui vient en ligne de compte, c'est qu'il y a un truc qui marche pas. Alors qu'en fait, on peut aussi faire la thérapie Ouais. pour que les choses continuent à marcher Bah ou oui. qu'elles Exactement. évoluent vers Ouais, une ouais. direction Voilà. qui correspond à la Qui personne. correspond, c'est ça. Ben, ça, franchement, c'est quelque chose aussi que je reprends toujours au début de mes Mhm. suivis et que je trouve hyper important de dire. Mais en fait, la sexologie clinique, c'est l'accompagnement sur les troubles sexuels dans la définition, mais en fait, c'est beaucoup ça. plus varié et large et on peut venir même quand ça va bien et on peut venir juste parce que des fois, on est en questionnement, mais qu'il n'y a rien qui va pas Mais en ouais. soi, mais on sent qu'on n'est plus aligné ou que nos envies sont plus les mêmes. Et puis parce que la sexualité, on le dit, on le redit et on tape sur le clou, mais ça évolue, quoi. Et du coup, c'est normal qu'on soit pas toujours au même stade Bien sûr, ouais. et ou avec les mêmes envies. Et, ouais. Mhm. Et ça, c'est important de le dire que c'est pas que pour quand ça va mal, quoi. Bah justement, alors là, du coup, tu dis à l'approche donc systémique. Mhm. Et puis ensuite, tu as parlé d'une autre approche. Donc intégrative, on en a parlé, c'est vraiment celle qui reprend finalement plusieurs angles, féministe, intersectionnel, finalement aussi analytique, ou bien pas forcément dans ton cas de figure. Mais intégratif, pour moi, intégratif, c'est que en fait, ça va piocher et prendre des outils de différentes approches. Voilà. Parce que moi, je suis assez persuadée que faire que de la systémique, pure systémique, Ouais. bon, ça te limite. Si tu fais que de la TCC, Aussi. cognitivo-comportementale, ça te limite. Si tu fais que de l'analyse, ça te limite. Donc, c'est Totalement. en fait dans toutes ces approches, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a un intérêt, comment est-ce qu'on les prend, puis en fait, comment est-ce qu'on les applique aux individus. Parce qu'il y a des outils de telles approches qui vont être intéressants pour tel type de patientèle, puis en fait d'autres qui vont être C'est exactement importants pour ça. ces patients, patientex. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on va réfléchir à avoir plusieurs casquettes du coup thérapeutiques et plusieurs mallettes d'outils thérapeutiques, puis comment est-ce qu'on les adapte aux personnes en face, puis qu'en fait la ligne de fond, c'est justement ces approches intersectionnelles féministes. C'est plutôt comme si c'était un peu ma toile de fond, et qu'après les outils, les autres approches, ils viennent devant pour poursuivre un objectif thérapeutique qui va être, je sais pas, gestion de l'angoisse, travail sur le rapport de domination dans des relations. Enfin voilà, c'est comment est-ce que je vais utiliser des outils avec la coloration de mes lunettes de psychothérapeute féministe. Et puis après, comment est-ce qu'on accompagne les gens dans leur propre vécu et leur propre structure de pensée pour aller vers quelque chose qui leur correspond. Parce que je rappelle, c'est pas à nous en tant que thérapeute de définir qu'est-ce qu'on attend comme objectif pour la personne, mais c'est en fait de s'adapter à ce que la personne elle a envie, besoin, puis jusqu'où on peut l'accompagner. Et puis où la personne en est aussi dans sa capacité à être dans l'introspection, parce qu'il y a aussi des choses, pour l'instant, c'est trop fort, où les personnes ne sont pas encore prêtes. Voilà. Et ça, c'est important de suivre ce rythme, je trouve, aussi. Et d'y aller, même quitte à poser 5 objectifs qui évoluent. Mais, Moi, je trouve que justement, un des objectifs qui revient très souvent dans notre patientèle, en tout cas parce qu'on en parle souvent évidemment, en intervision, eh bien, c'est que finalement, il y a cet objectif de comprendre, déjà comprendre. Et ensuite vient éventuellement d'autres objectifs, peut-être plus dans la pratique ou autre, mais il y a vraiment cette base, c'est la compréhension de qu'est-ce qui se passe à ce moment T, quoi. Qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce que c'est la sexualité, voilà. Franchement, de revenir aux bases, quoi. Qu'est-ce que ça apporte dans un idéal, mais aussi dans du concret, et enfin voilà, notamment par rapport à la sexualité, mais aussi il y a plein d'autres choses, mais c'est aussi de revenir sur ces bases, parce qu'il y a plein de manquements, quoi, dans l'éducation et dans ces questionnements qui sont aussi ok, mais du coup il faut revenir là-dessus. Énormément, je pense que tu dis c'est hyper fondamental, cette idée de, en fait, des fois on doit faire de la psychoéducation, de la sexoéducation, parce que de plus en plus, surtout en sexo, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui en fait arrivent avec cette conception, des cours d'éducation sexuelle qu'on avait à l'époque. Puis en plus, la plupart des gens qu'on reçoit, enfin moi que je vois, c'est plutôt des adultes dans la trentaine.
trentaine. Puis en fait, donc, c'est un peu nos générations. Puis dans nos générations, les cours d'éducation sexuelle, c'est pas les cours qu'il y a aujourd'hui, malheureusement. Donc en fait, les gens ont des représentations comme ça, encore hyper normées, encore la banane avec le préservatif. J'étais en train de penser, mais alors, bah oui, mais tout le monde a eu ça. Moi, tu sais, moi j'ai eu là le truc de brebis. Non mais quoi? Non mais vraiment, mais Vouvry. À Vouvry. 1896, hein. Eh bien, c'était pas la banane. Ils prenaient ce qu'on utilise justement pour prendre le lait. C'est vraiment un truc en caoutchouc rouge, ça m'a marqué. Rouge avec un petit trou donc à la pointe, quoi. Et donc du coup, c'était vraiment pour les mamelons, ça se dit, des brebis. Ouais. Et donc, c'était un peu souple. Et donc, qui veut faire un test là-dessus? Qui sait comment mettre un préservatif? T'as 14 ans, t'es là, c'est quoi ça? Mais c'est fou qu'il n'y a pas de représentation de juste un pénis en érection. Ouais. Si tu veux, un préservatif externe. Puis même apprendre à mettre, en tout cas, avoir en tout cas des vulves et pouvoir mettre un préservatif interne. Parce que ça... La plupart des gens ne connaissent pas la question du préservatif interne. Puis après, même moi, je trouve que c'est hyper important en sexo aussi de revenir sur les bases même anatomiques. Bien sûr. Les planches anatomiques. Mais oui. Mais maintenant, plus comme c'était à l'époque, les moches planches anatomiques. Mais ça, de repartir... Le clitoris n'existait pas. Et les clitoris en 3D, merci que ça existe, parce que juste de se représenter aussi que c'est pas juste cette petite partie qui est le gland du clitoris, mais qu'en fait il y a tout plein d'autres parties. Oui, puis qu'en fait les branches sont stimulées. Exactement. Tout ça, c'est des dimensions qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent malheureusement. Et en plus, des fois, quand c'est ton propre corps, je trouve que c'est triste parce que tu sais pas forcément toujours comment tu fonctionnes et c'est pas la faute des personnes. En fait, c'est la faute du fait que on n'a jamais pris le temps. Totalement. De nous enseigner la question de la santé sexuelle. Puis en plus, on voit qu'aujourd'hui, dans une société qui est en train quand même d'aller vers une droitisation extrêmement forte, puis une fascisation du monde, la santé sexuelle, c'est une des premières dimensions qui est attaquée. Et puis qu'aujourd'hui, en Suisse, il y a même des groupes qui veulent interdire la santé sexuelle ou la réduire à ces trucs de juste la reproduction, puis en plus la reproduction un peu basique, ou alors de revenir sur un peu de l'anatomie basique des années 80 qui ne prenait pas en compte toutes les spécificités des corps. Donc, je trouve que c'est je vais faire ma petite promo, c'est pas grave, mais sur la RTS, là, il y a un documentaire qui vient de passer sur l'éducation sexuelle qui est avec une de mes collègues, parce que moi, je suis aussi dans l'éducation sexuelle. Et du coup, je pense aussi que c'est hyper important de le dire et de dédiaboliser parce qu'en fait, souvent, quand il y a beaucoup de discours négatifs là autour et ça vient de méconnaissance. Donc, sachez aussi que, en tout cas dans le canton de Neuchâtel, mais je sais aussi dans le canton de Fribourg et Vaud, il y a des soirées parents qui expliquent ce qui est dit aux enfants, quoi, dans les écoles et dans le programme d'éducation à la santé sexuelle et de la promotion à la santé. Et donc, c'est important parce que ça passe aussi par là. D'ailleurs, justement, je pensais à quand on travaillait à Profa, alors pas en même temps, mais en Georgette in Love, eh bien, effectivement, il y avait un élève qui nous avait demandé « Ouais, mais vous faites de la politique de gauche, ce que vous faites et tout. » Alors, lui, il est mal tombé. Et en fait, du coup, évidemment, je l'avais répondu. J'ai fait « Mais c'est pas une question de politique de gauche, c'est en fait la réalité des diversités. » Et en fait, de cacher et de mettre sous silence et sous tabou. Et ça fait partie d'un des droits sexuels en Suisse, le droit à l'éducation. Exactement. Et donc, en fait, finalement, tu es là, genre, mais c'est la réalité. Voilà. Si avant, il y a eu, en fait, effectivement, toutes ces politiques et tout ce système qui les a bien mis sous silence, et bien, en fait, heureusement qu'il y a eu énormément de combats et qui ont fait qu'aujourd'hui, eh bien, on peut en parler. Aujourd'hui, on peut se montrer. Aujourd'hui, il y a plein de choses, quoi. Et on a accès à l'information, c'est déjà juste ça, quoi. C'est ça, et puis c'est aussi maintenant cette espèce, parce que ce que j'entends aussi par là, c'est un peu cette idée d'accusation, de dire qu'en fait c'est de la politique. Alors oui, quelque part c'est un peu politique parce qu'on se positionne, mais maintenant il y a un peu cette idée de mais c'est woke, c'est le wokisme. Déjà personne n'arrive à définir ce que c'est le wokisme, ce qui me fait beaucoup rire. Donc quand les gens parlent de wokisme, je me dis toujours donnez-moi une définition, puis après on en parle, puis on regarde ce que c'est. J'adore. Non mais c'est vrai, parce que maintenant il y a un peu ce truc un peu spectral qui est assez tout passe sous la santé sexuelle et les woke. Puis en fait c'est intéressant parce qu'en fait on voit que tout ce qui est de l'ordre aujourd'hui des attaques
par rapport à un ordre social établi, notamment sur les questions genrées, c'est ça qui va être utilisé pour attaquer la santé sexuelle. Parce que les principales attaques aujourd'hui, c'est de dire, mais vous apprenez aux enfants qu'ils ne sont pas forcément dans le bon corps. Ça revient toujours sur la question du genre. Exactement. Alors qu'en fait, quand on regarde, moi j'ai eu la chance et vraiment l'honneur de participer à des groupes, des cours d'éducation sexuelle chez Profa, dans les petites classes, juste en tant qu'observatrice. De vos anciennes collègues et qui font un travail vraiment super. Et en fait, la question du genre, elle apparaît, mais quelques secondes, et elle est dite de façon extrêmement simple, juste dire, en fait, il y a des personnes qui vont naître avec certains organes, et puis aussi de dire que en fait, il y a les organes génitaux qui sont ambigus aussi, donc d'arrêter de binariser les organes génitaux, parce qu'il y a des organes génitaux ambigus intersexes, et c'est 1,7% de la population, hein, c'est pas une personne sur 200 millions. Et encore, puis, c'est 200-300 millions là. Ouais, non, mais des fois, les gens ils sortent des trucs, je me dis écoutez, lisez les rapports de l'OMS et puis intéressez-vous un peu. Mais on vient un peu sur cette idée de dire en fait voilà, il y a des personnes qui vont naître avec tel sexe, puis en fait dans leur identité, dans leur sentiments profonds, ça va être différent. En fait, c'est tout et ça s'arrête là. Et les enfants sont pas perturbés. C'est ce que j'allais dire. En fait, ça gêne pas les enfants parce que souvent ça vient même de leurs questions. Et puis c'est normal parce que aussi maintenant ils en entendent parler. Enfin voilà, c'est présent aussi dans les discours. Mais en fait, ça vient d'eux, puis ils ont juste besoin de réponses, et puis c'est pas compliqué. Puis en fait, si on en parle sans tabou, et du coup, ils sont complètement aptes à comprendre, et ça veut pas dire qu'on les projette eux dans ça, quoi. C'est juste de dire, voilà, c'est là. Si ça vous concerne, sachez qu'il y a ces lieux ressources aussi où vous pouvez en parler, et puis que c'est tout OK, quoi. Puis ça ouvre aussi la question de l'homoparentalité, par exemple, parce que maintenant, il y a aussi de plus en plus d'enfants qui ont des parents de maman, de papa. Puis en fait, c'est aussi des questions qui sont abordées dans les cours. Se dire, en fait, il y a différents types de familles. Puis, en fait, je rappelle quand même que la famille nucléaire de papa, maman, le chien et les enfants, c'est pas le modèle majoritaire. Si on regarde les modèles majoritaires aujourd'hui, c'est que des familles recomposées. Pratiquement. Dans les écoles primaires, 60% des familles sont des familles recomposées. Donc, en fait, le modèle, un peu, cette espèce de modèle nucléaire, en fait, il a explosé. Donc, ça fonctionne plus. Donc, c'est en fait ouvrir à différentes formes de perspectives. Puis, on n'est jamais en train de... Enfin, en tout cas, ce que j'observe, il n'y a jamais des choses qui sont imposées aux enfants. C'est expliquer plein de choses qui se passent. Et puis qu'en fait... Les enfants sont toujours très calmes, donc pour ça me fait toujours rire d'entendre un peu les gens qui disent « Ah, mais tous les enfants peuvent être perturbés ». Quelque part, puis ça, c'est un peu le côté un peu provoque en moi, j'ai envie de dire, si vraiment d'entendre qu'il y a des personnes homosexuelles, des personnes transgenres, des personnes intersexes. Bon, l'intersexualisation, c'est un aspect plutôt biologique, mais si on regarde sur la transidentité et l'homosexualité ou la bisexualité, si le fait d'en parler pourrait rendre des enfants trans ou alors homosexuels ou autres, ça veut dire que l'hétérosexualité et la cisgenralité, c'est super fragile. Parce que non, mais c'est vrai. Parce que si tu dis un truc, que la personne, ça la rend comme ça. Les fondements sont... Les fondements, ça marche pas. Une maison, tu souffles dessus, elle s'effondre pas. Donc, moi, il y a un peu cette idée quand même là, et de se dire que moi, je suis vraiment contre cette espèce de courant de pensée très analytique qui pense qu'en fait, tout pour la construction des personnes, des êtres humains, doit être binaire. C'est les garçons, les filles, le bien, le mal, le blanc, le noir. Enfin, cette réflexion très binaire, en fait, même si on enferme beaucoup les enfants là-dedans, ça c'est bien, ça c'est mal, avec cette dimension chaque fois en deux, en fait, on perd toutes les nuances. Puis, si on perd les nuances, c'est hyper compliqué de se construire dans un monde qui n'est absolument pas binaire et qui est ultra nuancé tout le temps. On leur donne pas les outils et les armes, je trouve, pour la vie réelle, quoi, aussi, et on passe à côté. Mais c'est tellement ça, ce que tu dis, ton petit coup de gueule, mais que j'adore, tant que c'est pas négatif, mais j'adore. Parce que je trouve, en fait, c'est chez les adultes, et c'est avec des yeux d'adultes qui regardent ça, alors que dans comment c'est approché dans les cours d'éducation à la santé sexuelle, et comment c'est représenté pour les jeunes, et par les jeunes, même les enfants, en fait, c'est très simple, mais c'est comme quand on explique l'anatomie. On utilise les mots, on dit scientifiques ou les mots savants chez les plus petits. Ah là là, ils disent pénis, vulve, testicules, clitoris, petites lèvres et tout. Ça, c'est chez les plus grands déjà.
Mais en fait, non, c'est très simple. Et puis, ils comprennent. Et puis, ça les choque pas, quoi. Parce qu'en fait, c'est juste leur corps. Et puis, c'est aussi important dans la prévention des abus et des violences sexuelles. C'est de dire, s'ils savent où c'est, ils peuvent expliquer, quoi. Si une fois, il y a quelque chose qui se passe. On n'espère pas, mais voilà. Ouais, voilà. Puis, en fait, on n'apprend pas les autres parties du corps avec des termes simplifiés. Oui. Enfin, les mains. Tête. Oui, mais c'est ça. C'est un peu ça. Enfin, alors, des fois, tu as des petits trucs où quand on parle des mains, on dit les mimines ou des trucs comme ça. En fait, on n'apprend pas aux enfants que ça s'appelle comme ça. Puis qu'en fait, c'est normal, c'est des parties du corps. Puis en fait, tout le monde doit pouvoir nommer les parties du corps. Puis j'ai même vu des personnes qui étaient un peu choquées, en tout cas énervées du fait que maintenant on parle de vulve et plus de vagin. Puis, mais nous, à notre époque, c'était vagin. Puis oui, c'est pas pareil. Ok, mais c'est pas la même chose. On n'est pas en train de toutes parler de la même chose. Donc, puis en plus, heureusement que ça évolue et qu'on est en train d'aller dans une direction qui est très intégrative de ça. Mais bon, maintenant, on va vous accuser puis m'accuser aussi d'être woke. Donc, oui, mais définissez woke et après on en reparle. Voilà, c'est ça. Non, mais effectivement, puis de toute façon, aujourd'hui aussi, les enfants ont besoin d'apprendre ces termes-là. Et puis en plus, dès petit, tu commences à toucher tes parties, justement, à savoir qu'est-ce qui se passe. L'autodécouverte, ça fait partie du développement de l'enfant. Exactement. Et en fait, tu peux pas laisser un enfant comme ça, sans aucun bagage de langage, sans information anatomique. Et puis en fait, dire, découvre de ton côté. Et puis en fait, à 12 ans, tu sauras peut-être ce que c'est une vulve. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer jusqu'à 12 ans. Donc c'est vraiment important. Ouais. Puis au-delà de la sexualité, il y a un livre que je recommande vraiment à tout le monde. Enfin, moi, je trouve que c'est un livre ça m'a vraiment fait sauter un peu l'esprit l'année passée quand je l'ai lu, qui s'appelle À propos d'amour de Bell Hooks, qui a écrit ce livre en expliquant en fait que on est censé savoir ce que c'est l'amour, donc on grandit avec cette idée qu'on a un mot pour l'amour, on est censé le ressentir, puis après quand on grandit, on devient ado, on devient adulte, puis qu'on commence à aimer les gens en termes d'amour romantique notamment, qu'on devrait savoir comment faire. Ouais. Puis en fait, non, on nous apprend pas et on doit partir du principe que tout le monde saurait aimer. Et que c'est un peu naturel. C'est c'est naturel d'avoir de l'attachement et puis de créer du lien, mais c'est pas naturel de savoir comment on aime, de comment est-ce qu'on est dans une communication ou autre. Puis je trouve que ce livre, il a été très très révélateur, je trouve, sur ce fait que en fait, oui, ça c'était vraiment une zone d'ombre de me dire, en fait, oui, c'est vrai, on ne nous apprend pas à aimer. Et je trouve que ce livre est justement très politique et très féministe sur, en fait, comment est-ce qu'on peut apprendre l'amour, comment est-ce qu'on peut transmettre aussi la discussion de l'amour, en fait, comment est-ce qu'en plus des cours d'éducation sexuelle, on pourrait aussi avoir des cours relationnels, de comment est-ce qu'on est en lien avec les autres, comment est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on est dans l'empathie, tout ça. As de cœur. Puis bon, ça fait quand même partie de certains programmes. Après, c'est vrai qu'en termes de temps et de politique et machin, c'est compliqué. Voilà. Mais ouais, il y a As de cœur aussi. On a reçu Émeric Dalinge. Ah, vous avez reçu Émeric. Et on a parlé d'amour ensemble. Génial. Bon, alors je laisse Émeric, puisque Émeric est bien plus fort que moi pour parler de ça. Et justement, alors, maintenant, on parle aussi l'amour, et avant, on parlait du genre. Alors, comment, justement, le genre, il se montre, il se traduit un peu dans la thérapie? Il va y avoir différentes dimensions. C'est-à-dire, il va y avoir l'identité de genre, comment est-ce que les gens vont se ressentir, se vivre intérieurement, comment est-ce que les gens vont s'exprimer, l'expression de genre, la façon dont les personnes vont s'habiller, vont jouer avec les codes, aussi stéréotypés de genre, en sachant que les stéréotypes évoluent à travers le temps et à travers l'espace. Donc, selon où est-ce qu'on est dans le monde, les stéréotypes sont différents. Puis, à travers le temps, aujourd'hui, en 2025, quels sont les stéréotypes de genre versus il y a 20 ans, versus l'époque de Louis XIV, le fait de porter des perruques et des talons, c'était des hommes, avec des collants. Bref, il y a une évolution de cette stéréotypie. Donc, comment est-ce que les gens vont aussi venir en thérapie et se présenter dans l'espace thérapeutique? Je trouve que ça nous donne aussi beaucoup d'informations. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi pouvoir faire, moi, j'accompagne quand même beaucoup de personnes qui sont dans des démarches d'affirmation de genre, donc aux questions de la transidentité, des personnes transgenres qui vont être dans une démarche plutôt binaire, c'est-à-dire d'avoir un sexe assigné à la naissance, puis d'aller vers une identité de genre qui leur correspond de façon binaire. Puis aussi des personnes non binaires, gender fluide, des personnes aussi agenres, pour qui le genre, ça n'a pas nécessairement en fait de sens. Puis là, c'est comment est-ce qu'on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que la personne,
elle ressent, comment est-ce qu'elle elle se perçoit. Aussi, ce qu'on appelle la dysphorie, donc c'est la souffrance qui va être liée au fait d'être perçue par les autres, pas comme la personne se ressent. Puis ça peut être de la dysphorie sociale, ça peut être de la dysphorie corporelle aussi sur des parties du corps. Il peut y avoir de la médicalisation, puis pas toujours. Il y a plein de personnes trans qui ne prennent jamais d'hormones, qui ne font pas d'opération, et c'est jamais une autoroute de la transition. Mais on a toujours l'impression que les personnes, elles vont devoir prendre des hormones, etc. Alors que pas du tout, c'est tellement plus large que ça. Donc accompagner la personne dans ses réflexions, dans ses besoins, dans sa perception. Puis moi, ce que j'aime bien utiliser, même au-delà des questions d'affirmation de genre, mais quand quelqu'un vient pour travailler la notion de genre en thérapie, parce qu'il y a plein de personnes cis qui viennent juste travailler le genre en thérapie, c'est de faire des gendergrammes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les génogrammes. Déjà. Génogramme, vraiment, pour un peu tout le monde qui nous écoute, c'est cette idée où vous construisez un arbre généalogique sur 3 générations, vous, vos parents, vos grands-parents. Puis après, on fait les interactions, les relations entre tout ce petit monde. Puis ça nous donne toujours des choses très intéressantes à apprendre. Et puis après, ce qu'on peut rajouter, c'est le gendergramme. Donc, c'est-à-dire que dans ce génogramme, on va commencer à reprendre toutes les personnes de ce génogramme et se dire comment est-ce que cette personne vit son genre, comment est-ce que les rôles sont répartis dans la famille, qui fait le soin, qui fait autre chose. Puis en fait, que la personne puisse apprendre en fait et puis exprimer comment est-ce que dans la famille, la structuration du genre, elle a traversé tous les membres de la famille. Puis en fait, ça amène des discussions hyper intéressantes. Puis des fois, j'amène aussi la question de la sexualité. Parce que des fois, en fait, les gens connaissent des aspects de la sexualité des gens au-dessus. Puis c'est hyper intéressant de savoir comment est-ce que les personnes ont appris ça, par quel biais, qu'est-ce qu'elles en pensent, qu'est-ce que ça dit aussi des rôles genrés. Puis en fait, il y a des gens pour qui ça a un impact sur leur propre sexualité, ce qui se passe dans les strates de la famille ou les strates de l'environnement. Donc c'est hyper important de pouvoir utiliser ce type d'outils. Donc le genre, en fait, il va traverser tellement de situations, tellement de gens, tellement de rapports de pouvoir et de difficultés, en fait, dans combien de femmes cis, hétéros qui viennent et puis qui disent, en fait, comment est-ce que je peux allier mon féminisme au dating avec des hommes cis, hétéros. C'est pas facile et c'est des questions qui sont hyper importantes et du coup, on va décortiquer ça et moi, je dis clairement que j'ai pas de réponse à ça, mais ça va être comment est-ce qu'on peut essayer de réfléchir ensemble pour que la personne, elle trouve aussi ses propres réponses et sa propre façon de faire pour que ça lui convienne puis qu'elle puisse être naviguer dans le monde fabuleux du dating en 2025. Je trouve que ça fait vraiment écho avec avant, en fait, d'avoir cette vision globale de ce qui s'est passé et en fait de voir toi, qu'est-ce que t'en... Ouais, moi je suis... j'ai des frissons. Non, vraiment. Parce que du coup, en fait, tu vois tout ce qui s'est passé, tu as ta vision dans ta tête qui est claire, qui est, surtout si tu la mets justement sur papier, ou je sais pas comment tu procèdes. Et de voir cette vision-là et de voir, ok, là, en fait, moi, j'ai envie de me détacher de ça, j'ai envie de rompre avec ça. Alors, j'ai envie quand même de faire un lien avec ça, de faire son propre cocktail, quoi. Non, puis je trouve que ça ramène au fait que c'est pas que des questions d'aujourd'hui. En fait, c'est ça. Il y a peut-être d'autres individus dans la famille qui se sont posés des questions à d'autres époques, et puis juste aussi que c'est pas que toi. Ouais. Je trouve que ça ramène à ça aussi, qu'en fait, chacun, c'est individuel, quoi, et puis chacun se pose probablement, se construit de toute façon, et puis voilà, quoi. Oui, puis c'est la question aussi de la culture du secret, ou en tout cas des personnes qui sont... évacuées au sein de la famille ou mis de côté, dont on ne parle pas. Ça, c'est hyper fort. Et ça arrive quand même... Alors, comme ça peut paraître très stéréotypé, presque grossir le trait, mais pas vraiment, parce que j'ai pu observer aussi des situations comme ça, où quand tu fais un génogramme, tu regardes un peu dans la famille, tu regardes un peu les relations, puis d'un coup, il y a cette tante que tu vois une fois par année qui vient avec sa meilleure amie, qui est sa meilleure amie depuis 40 ans. Puis, en fait, elles partent souvent en vacances ensemble. Oui, puis tu vois, chez elles sont colocs. Son coloc, mais avec une chambre. La fameuse coloc. Oui, non, mais ça montre aussi qu'il y a des systèmes d'invisibilisation, de se dire, on va oublier des fois de parler dans les narrations familiales des personnes qui vont être homosexuelles, bisexuelles, trans ou autres, plein d'autres choses. On le dit, pas bien. Oui, c'est pour ça que je dis pas trop fort parce qu'on risque de faire tomber une pierre du patriarcat, ce serait dommage. Ah mince. Ah non mais
Donc voilà, Ouais. c'est marrant parce que je vois qu'en fait, quand on commence à parler de ça, puis qu'on aborde cette façon de faire de la sexo et de la psychothérapie, en fait, les personnes qui sont les plus réfractaires et qui vont être plus attaquantes dans les théorisations, ben, ça reste justement les personnes qui ont vraiment ces anciennes théorisations très rigidifiées, puis qu'en fait, c'est pas possible de repenser le monde différemment parce que ce serait « Ah, mais si on devait s'adapter à tout le monde, on s'en sortirait jamais. » Ben ouais, mais c'est pas une bonne façon de penser. Enfin, on peut pas avoir un cadre rigide où on essaye de faire passer les gens à l'intérieur. Enfin, si tu as tu vois, si t'as des formes, tu as un rond, puis tu dois faire passer un carré, faut casser le carré pour le faire passer à l'intérieur, puis ça va pas, on peut pas commencer à détruire les gens. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la maltraitance théorique. Ouais, puis il y a cette uniformisation du coup qui est aussi super dangereuse. Et, Très. voilà, quoi. Hyper. Ouais. Et du coup, bon, on en a déjà un peu parlé, hein, mais l'importance de pouvoir accueillir et respecter les diversités sexuelles, avec aussi notamment dans la posture thérapeutique, la posture non normative. Tu disais aussi, tu as cette toile de fond, hein, et ça, je pense que c'est aussi super important de proposer des espaces aussi où ça peut passer par là, la thérapie aussi, avec ce discours-là, quoi. Totalement. Puis, en fait, c'est aussi de rappeler, et ça pour moi c'est hyper important, qu'à partir du moment où tu fais des thérapies ou des environnements, même plus intégratifs, en fait, c'est pas que au bénéfice de personnes avec des diversités sexuelles, genre ou autres. En fait, c'est au bénéfice de tout le monde. Ouais. Ça va aider tout le monde. Et c'est hyper important de pouvoir en fait amener des accès aux soins beaucoup plus larges, beaucoup plus intégratifs de toute forme de vécu, parce que en fait c'est au bénéfice vraiment de tout le monde. Et je pensais par exemple, je pense comme ça par exemple aux aspects architecturaux. Parce qu'on parle là de thérapie, on parle de la question relationnelle de l'accueil. En fait, une architecture, un lieu, c'est politique. Hein, d'avoir une salle d'attente, c'est hyper politique, dépend ce que tu mets dedans, etc. Et puis, c'est comment est-ce qu'on pense l'espace, comment est-ce qu'on pense l'architecture. On a eu ça en plus comme cours super intéressant en master. C'est en fait, tellement intéressant. Parce que la domination, elle se voit dans l'espace, dans l'architecture. Exactement. Regarde la question du validisme. La plupart des lieux, les trottoirs, ils ne sont pas faits pour les personnes en chaise roulante. Donc, c'est absolument... assez dramatique de se rendre compte qu'on n'est pas en train de réfléchir à ça. Puis pour revenir en fait à cette idée que ça peut bénéficier à tout le monde, ça me fait penser à j'avais vu une situation d'une école qu'on avait été, on avait accompagné un jeune qui faisait son coming out à l'école, puis avec l'équipe de psy qui s'occupe des aspects scolaires, on avait été à l'école, on avait été un peu rencontrer la direction, etc. Puis la direction nous avait fait visiter l'établissement scolaire. C'était un tout nouvel établissement scolaire. Puis en fait, les toilettes étaient non genrées, mais c'était pas marqué toilettes non genrées, c'était marqué toilettes, parce qu'on peut avoir des toilettes. On n'est pas forcément obligé de mettre non genrées, on peut juste... Parce qu'il me semble que dans nos foyers, on a les toilettes non genrées. Enfin, moi, j'ai encore jamais vu personne... Ça, je sais pas du tout. Chez toi, dans ton appart... Bah oui, c'est pas écrit dessus, c'est les toilettes. Oui, ça, pardon. Oui, mais tu vois, t'as pas des toilettes avec des pictogrammes. Non. On peut vraiment passer un bon moment de discuter de ça, parce que ça m'intéresse. J'ai déjà vu par contre chez quelqu'un, mais effectivement, non. J'ai déjà vu chez quelqu'un, ça m'a surpris. Mais pitié, donne-moi son contact. Non, mais je veux comprendre. J'ai envie de te prendre si quelqu'un qui écoute ce podcast a des toilettes genrées avec chez les filles, chez les garçons... Pitié, mais tu sais que j'ai une théorie que les toilettes des filles sont toujours plus loin dans les établissements. J'ai vu aussi ça, Et j'ai remarqué ça de mon expérience. Et du coup, ça me fait péter les plombs parce que souvent, pour changer les enfants, c'est chez les femmes. L'aéroport, tout ça. Et ça me fait péter les plombs parce qu'il y a toujours plus de queue et c'est toujours plus loin. Et c'est un truc... Mais t'as raison. J'en ai parlé à des potes qui m'ont dit... à chaque fois, maintenant que c'est avant les toilettes des filles, elles m'envoient une photo en mode... Ou dans les sous-sols. Oui. Ah, mais je suis trop contente de pouvoir parler de ça. Mais tu sais, c'est vrai, j'étais vraiment à je sais plus quel aéroport. Et en fait, du coup, je vais pour changer ma nièce, donc je vais chercher. Mais j'ai fait l'aéroport en entier pour trouver les toilettes, parce que j'ai vu direct la toilette des hommes. En fait, pourquoi j'ai pas trouvé? Parce qu'il fallait aller en dessous. Et du coup, j'étais là. Et c'est toujours le plus long en dessous. Mais et je me suis pas sentie très à l'aise, pour être honnête, alors que je suis une femme. Alors oui, femme, mais du coup, cis. Bon, je sais pas si je suis cis ou pas, mais je me suis pas très sentie à l'aise. C'était sombre un peu en plus, d'aller avec ma petite nièce là. Enfin, j'ai halluciné, vraiment. Tu fais quoi quand tu as un couple homoparental de 2 hommes cis? Justement. Puis tu as changé ton enfant. Justement.
Enfin, non, mais c'est... ça pose des questions. Mais Enfin, vas-y, bref, pardon, non, c'est moi moi Ouais, qui là, c'est moi mais qui j'adore. mets TDAH. Hein, tu vois là, je crois que les trois, va on pas fait la t'aider. paire, c'est super. Non, mais Ouais, grave. en fait, dans cet établissement, donc il y avait des toilettes qui n'étaient pas des toilettes non genrées, mais en fait des toilettes où, en fait, comme chez toi, tu ouvres, tu as les toilettes, puis tu avais plusieurs toilettes l'une à côté de l'autre, puis ouais, c'est super. Et puis surtout, il y avait les vestiaires. En tout cas, les vestiaires étaient plus du tout genrés. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des cabines, un peu comme à la piscine, mais bon, c'était fermé en haut en bas, parce que c'est toujours comme ce qui peut se passer quand il y a des espaces. Mais en fait, comme à la piscine, tu sais, c'est ces cabines où tu rentres. Puis en fait, tu as une douche à l'italienne, tu as un petit banc, tu as un crochet. Puis en fait, les gens mettent leurs affaires, s'enferment là-dedans, prennent leur douche, se changent. Ils avaient fait passer un questionnaire aux élèves quand l'établissement avait ouvert pour dire, ben voilà, qu'est-ce qui vous plaît dans cet établissement? Et énormément d'élèves, pas du tout sur des questions de genre ou autre, étaient hyper contents et contentes de leur, des vestiaires parce qu'en fait, pas tout le monde est à l'aise avec son corps. C'est là que tu vois que ça bénéficie à plus de monde bien sûr. que des minorités, que des personnes vulnérables. Donc en fait, l'intégration, l'aspect intégratif, il est vraiment au bénéfice de tout le monde et ça, on l'oublie beaucoup. C'est une préoccupation aussi pour tout le monde. Quoi. Plutôt que les gens disent, tu vois, mais on doit s'adapter à telle ou telle personne. Si on doit s'adapter à telle personne, on devra s'adapter. En fait, plus on fait des trucs intégratifs, et plus tout le monde se sentira à l'aise. Quoi. Mais ça viendra mais ça, c'est vrai, le truc des vestiaires, je trouve aussi que c'est très problématique. Moi, j'ai jamais... Mais même juste à l'adolescence... tu sais, t'as les changements de la puberté et tout. Enfin, c'est dur des fois aussi. Puis t'as un peu ce truc d'effet de groupe, tu vois. C'est chaud. Hein. La culture du vestiaire. Ouais, la culture. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'en tout cas, moi, j'ai jamais... Alors, jamais, non, c'est un grand mot, jamais, absolument pas du tout. Mais j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps, plus ou moins. Très sexualisée, du coup, j'avais de la peine un peu dans ce sens-là, mais plus ou moins à l'aise. Mais même que j'étais plus ou moins à l'aise, les vestiaires, ça a toujours été à un endroit... Et surtout les vestiaires quand t'es petit jusqu'à cycle. Je sais pas si on dit cycle partout. Bref, 15 ans. Cycle 3. Et en fait, donc imagine pour les personnes qui ne vont pas être justement forcément à l'aise et qui doivent se confronter à... c'est ça. Enfin, non mais... Puis moi, ce que je trouve toujours très intéressant, parce que ça me fait penser à ça, c'est les personnes transmasculines que j'ai pu accompagner, donc qui sont assignées femme à la naissance, à la naissance, et puis en fait, dans l'identité, elle va être plus masque. Ça peut être des hommes trans ou des personnes non-binaires, transmasques, ça, qui vont peut-être à un moment donné, pour certains, prendre de la testostérone, puis d'un coup, vont se retrouver à la salle de sport, puis vont devoir plutôt aller dans les vestiaires qui sont associés dans les rôles genrés aux garçons. Puis en fait, j'en ai plusieurs qui me disent, mais c'est dingue, cette espèce de culture masculine dans le vestiaire, avec eux qui essayent des fois de pas trop prendre de place, parce qu'on on se sent habitués à pas prendre de place dans les vestiaires, ou en tout cas ont une culture des vestiaires assignée plutôt féminin qui est très très différent quand même que dans les vestiaires masques. Et puis qui sont là, mais en fait, j'entends des horreurs, c'est horrible. J'ai l'impression qu'il y a de la testo sur les murs tellement ça colle. Ça grandit. Ouais, mais c'est fou. Et je trouve ça toujours hyper intéressant. Puis il me raconte les murs, ils transpirent, ils sont là, genre. Et je trouve qu'il y a un truc qui se c'est un espace méga liminal, le vestiaire. Cette espèce de liminalité masculine dans les vestiaires. Enfin bref. Je trouve que c'est des expériences hyper intéressantes. Ouais, de voir aussi ce qui ressort et l'entre-soi dans ces lieux spécifiques aussi, je trouve c'est super... Ouais. Ben, je trouve que ça fait bien le pont quand même si on a dévié un peu sur les histoires de toilettes. Mais justement que la posture clinique, on devient politique après, on en a déjà parlé entre nous, hein, mais je pense que c'est important aussi de le dire que c'est aussi... ça transcende aussi un petit peu juste l'accompagnement thérapeutique, je pense. Mais c'est ça, accueillir en tout cas les diversités, c'est politique, comme en faisant référence à l'élève de ta prof. Ouais, mais même quand tu accueilles des personnes qui sont cis, binaires, c'est aussi quand même politique. Et très bien. Et puis c'est aussi de se dire, en fait, politique, quand on parle aussi d'aspect politique, des fois c'est autre chose que une question de parti. On n'est pas vraiment dans un truc de, des fois, droite, gauche, centre. En fait, la politique, c'est beaucoup plus large que ça.
Puis quand on parle de positionnement politique, des fois, ça peut être juste un positionnement politique global, mais on n'est pas en train de parler de c'est à droite, c'est à gauche. Ouais. Bien sûr qu'on sait qu'en effet, certaines politiques d'inclusion sont plus teintées. Mais en fait, les enjeux politiques, ils sont au-delà, des fois, de certains partis, de le fait de pouvoir intégrer les gens. Puis, moi, je trouve ça toujours assez fascinant qu'on puisse se dire, en fait, moi, politiquement, suis plus pour pas que les gens soient intégrés, puis au contraire, que les gens soient discriminés. Enfin, ça en dit plus sur ça, je trouve, que d'être dans justement le fait d'inclure. Exactement. En fait, moi, je trouve que en fait, l'aspect, comme tu dis, politique, effectivement, il est beaucoup plus global. C'est pas forcément la chemise blanche, comme on a l'impression de se représenter. Tu dis bien, les partis, on vient bien au-delà de ça. Et puis, en étant politique, par exemple, dans le milieu thérapeutique, c'est justement d'accepter qu'il y ait justement différentes souffrances, très différentes souffrances, donc une diversité multiple de souffrances, et qu'elles ne soient pas justement que dans cette norme, et que si tu prends en compte ça, et bien finalement, je trouve que tu te positionnes aussi politiquement en ce sens-là. C'est aussi de revenir sur la question des droits humains, de se dire qu'en fait, c'est politique, les droits humains, puis qu'en fait, ok, on peut avoir des opinions politiques différentes sur la question des assurances, sur la question de comment est-ce qu'on vote, sur la question de est-ce que les vaches des reins doivent porter ça. Non mais, parce que politique valaisanne, quand même. Non mais, je trouve que c'est ça en démocratie, d'avoir des réflexions différentes, des opinions. Mais en fait, il y a des éléments sur lesquels il n'y a pas une question, il n'y a pas d'opinion à avoir. En fait, on n'a pas d'opinion à avoir sur les réalités de personnes. Ces personnes ont des orientations sexuelles et des droits. Enfin, c'est imposer ses propres valeurs. C'est pas à nous de dire, en fait, est-ce qu'on accepte ou pas ces personnes, ou est-ce qu'on leur donne des droits. Non, en fait, tout le monde devrait avoir les mêmes droits. Mais je trouve que en fait, c'est aussi compliqué parce que ça en devient politique, cette posture d'inclusivité et de respect et d'accueil de la diversité, mais quelle qu'elle soit, même de vie, quoi. Et ça devient politique parce qu'on est dans un contexte où, en fait, c'est une position, quand même, tu vois. Et puis, c'est une position aussi d'ouvrir des espaces qui sont respectueux de ça. Alors que ça devrait être la norme. Pour revenir aux normes, ça devrait être plutôt l'inverse, quoi, je trouve. Mais voilà. Puis, je trouve que ça fait vraiment... ça me fait penser au fait qu'effectivement, c'est en lien avec aussi ce militantisme professionnel. Et je ne sais pas pour ta part, Adèle, mais effectivement, on parle souvent du fait que moi, par exemple, je n'arrive pas à militer dans les foules parce que j'ai trop de stimuli et je me sens un peu envahie. Mais j'ai énormément de respect pour ces personnes-là. Mais du coup, on le fait plutôt en thérapie. Et en fait, c'est ça, dans le one-to-one ou plus, si c'est... et dans ce podcast aussi. Hein. Et dans ce podcast aussi. On est un peu des grands nuls, quand même. Non, c'est pas du tout. Moi, je le sens pas du tout comme politique. Je trouve ça très, très neutre. Évidemment, parce que ça existe. Non, mais c'est vrai. Je vois ce militantisme aussi différemment. Et puis, de toute façon, ça peut prendre tellement de formes différentes. Oui, exactement. C'est pas que... Puis même, moi, je vois dans mon activité aussi de formatrice, c'est aussi une forme de militantisme. Et en fait, le militantisme, c'est hyper large. Il y a tellement de façons de militer. Puis aujourd'hui, ce que je trouve dommage, c'est aussi que on a un peu dévoyé la question du militantisme, et maintenant, c'est une attaque. Te dire, quand les gens t'accusent d'être militant, comme woke, hein, quand on t'accuse, alors c'était militante woke, ça c'est vraiment la double casquette, là aussi. Non, mais on attaque le militantisme comme si c'était quelque chose aussi de mal. Et en fait, on oublie que la plupart des avancées en droit... C'est exactement ce que je dis. ...viennent grâce au militantisme. Moi, on m'a tellement dit... Ouais, c'est féministes qui gueulent dans la rue. Et je suis là, mais tu sais... Et souvent, c'est des femmes. Hein, alors, il y a aussi beaucoup d'hommes. Mais souvent, c'est des femmes qui disent « Je ne suis pas féministe, mais bref. » Et en fait, du coup, genre, je suis là, mais tu sais, aujourd'hui, si tu es là avec tous tes droits, c'est parce qu'il y a eu des femmes avant et bien plus qui ont gueulé dans la rue, en fait. Il y a besoin de mouvements beaucoup plus extrêmes pour arriver à des avancées. Puis, de toute façon, c'est un cycle qui se reproduit. Enfin... Mais moi, j'ai pas de souci avec les personnes qui disent voilà, moi je suis pas féministe. Oui, on est d'accord. Très bien. Et c'est le droit le plus strict de chaque personne. Bien sûr. Mais en fait, s'il y a des personnes qui veulent militer pour des droits, qui veulent faire avancer les choses, c'est leur droit voilà, aussi. Moi, j'ai un peu de la peine avec tu fais ce que tu veux de ta vie. Tant qu'en fait, finalement, tu respectes aussi les autres. C'est ça. Parce que du coup, que tu sois pas féministe,
très bien. Oui, et souvent c'est dit en mode, en tout cas, moi, je suis pas voilà, féministe. c'est ça, en fait. C'est un peu le truc de critique et de... Puis, moi, je suis là, féministe, et je suis là... OK, bye. Ouais, mais parce qu'il y a un peu ce truc, et je trouve dommage, et j'ai l'impression que le Covid a aussi beaucoup creusé cette question d'écart, puis de mise à distance. Puis en fait, maintenant, c'est beaucoup plus polarisé, et on est dans un monde qui est ultra polarisé, ce qui amène exactement ce qu'on observe politiquement parlant. Et c'est dramatique. Et c'est dramatique qu'on en arrive même à un point où maintenant, de militer, ou en tout cas, alors militer sous toutes ses formes, encore une fois, mais de militer pour que les gens aient le droit à la vie, quand il y a des endroits du monde où sont en train de se dérouler des génocides, et en fait qu'on en arrive à militer pour que en fait, les populations aient le droit de vivre et avoir accès à de la nourriture, à de l'eau, et qu'on commence à dire, ça c'est militer, c'est pas bien, mais où est-ce qu'on est arrivé quand même? Donc, c'est tellement de dimensions comme ça qui s'entrechoquent, et tellement de réalités qui s'entrechoquent. Et en fait, on vient questionner la forme, parce que... et pas le fond. Et souvent, d'ailleurs, même dans les disputes, d'ailleurs. C'est ça, et c'est ça qui est quand même fou, c'est qu'on vient à débattre vraiment de la forme que ça prend, alors que concentrons-nous sur le fond, et puis tout le monde, je pense, est d'accord que c'est catastrophique, quoi, et que ça va pas du tout. Mais c'est exactement ce qui se passait. Je sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait ces militantes, ex-activistes qui avaient lancé des boîtes de soupe sur les peintures. Puis en plus, les peintures n'étaient jamais dégradées parce qu'il y avait toujours une vide. Mais on n'avait que de parler de cette action-là, du fait de jeter de la soupe sur des peintures, mais on ne parle pas du fond. On ne vient pas dire pourquoi est-ce que les personnes font ça, la question du réchauffement climatique. Puis du coup, ça passe complètement à la trappe. Puis après, dès qu'une montagne s'effondre en Valais, on ferme les yeux, on bouge les oreilles, puis on dit c'était un tremblement de terre. Je suis pas sûre que c'était vraiment un tremblement de terre. Donc il y a un peu ce truc aussi très... on se met un peu des œillères. Ouais, totalement. Ce qui est pas grave. Un peu la face. Hein. Très bien. En tout cas, merci Adèle pour ce riche entretien ensemble. Merci, trop bien. Et même, finalement... est-ce que tu aurais une idée forte que tu aimerais faire passer à notre auditoire? Une idée forte. Bon, je pense que si on doit garder une chose de tout ce qu'on a discuté là maintenant, c'est qu'on doit pouvoir, j'allais dire se battre, mais oui quand même se battre, mais en tout cas garder à l'esprit que l'intégration de minorités, l'intégration des autres, et dans l'empathie pour ce que vivent les autres, c'est fondamental pour pouvoir créer des sociétés plus inclusives, que ça se joue autant dans la rue qu'en psychothérapie, qu'en sexothérapie, que aussi à la maison, que dans le fait d'en parler, le fait d'être en lien, le fait d'essayer aussi de gommer certaines polarisations. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on garde aussi comme idée d'aujourd'hui, c'est qu'on a encore du travail à faire et qu'on peut le faire tous ensemble, qu'on peut mettre sa pierre à l'édifice, même si des fois ça nous paraît insurmontable ou que rien ne va changer. En fait, on peut le faire à notre petit niveau et il faut toujours se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour changer déjà pour moi. Puis en fait, si tous les quotidiens des gens changent, ça peut avoir de plus gros impacts à un moment donné, et aussi de se protéger. Je pense que c'est très, très important sur la question de la fatigue militante aussi qu'on entend, du fait des fois de se sentir dans une telle impuissance et d'un coup de faire beaucoup d'actions, puis après d'être fatigué, prendre soin de soi, prendre du temps, s'éloigner aussi des réseaux, aller en thérapie, même si on n'a pas l'impression que les choses vont bien, mais qu'on a des dimensions sur lesquelles on aurait envie de travailler un peu. Aussi, on ne prend jamais la place d'autres personnes. Parce que des fois, j'ai des gens qui disent « Ah, mais j'ai peur de prendre la place à quelqu'un qu'on aurait plus besoin. » Non, on prend la place si on en a besoin. On prend soin de soi. Sa santé mentale, c'est prendre soin du corps aussi. Donc, vraiment de pouvoir s'aménager des espaces, ça me semble être aussi une dimension fondamentale. Cette conclusion est parfaite. Elle est magnifique. Au cas où j'ai l'impression que tu me berçais là, c'était super. Oui, tu sais que tu as une voix à part ça, mais j'adore. Tu as une voix parfaite pour la mais peut-être que mes patients s'endorment des fois. C'est quand tu fais les exercices de pleine conscience, puis les gens ferment les yeux. D'un coup, je suis là, genre. Hello. Ça fait 5 minutes que j'ai dit qu'on pouvait revenir dans l'espace. Revenez dans l'espace.
J'adore. Bah, merci en tout cas, vraiment, c'était trop Merci à chouette. Ouais, trop bien. Miss, comme d'hab. Ouais, merci Mathilde. Et puis, on vous dit au revoir et on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode et les prochaines thématiques. Voilà. Et vous retrouverez aussi toutes les ressources et les descriptions. On te demandera aussi les ressources nécessaires. Qu'on mettra tout ça En dessous. voilà, Exactement. en dessous. Ça marche. Ciao, ciao. Des Bonne fin de bisous. journée. Ciao.